Toujours vivant qu'il pratiquait la médecine sous un faux nom en Australie. Qu'était vraiment l'OTS? Encore aujourd'hui, on a du mal à cerner sa personnalité et surtout celle de ses deux gourous, Luc Jouret et Joseph Di Mambro. Une secte, un mouvement ésotérique, un réseau de trafiquants d'armes, un groupe d'extrême droite appartenant peut-être même à la mafia. Beaucoup d'hypothèses ont été avancées. Beaucoup de questions restent sans réponse. On ne sait pas non plus si les 69 morts du Québec, de la France et de la Suisse étaient tous des victimes consentantes ou s'il s'agissait de meurtres. Aujourd'hui, nous avons droit à de nouvelles révélations sur l'OTS. Elles sont l'œuvre de 3 journalistes, 2 Français, un Suisse. Le fruit de leur recherche vient d'être publié. L'Ordre du Temple solaire, enquête et révélations sur les chevaliers de l'Apocalypse, publié chez Libre Expression. J'accueille un des 3 auteurs, Arnaud Béda, journaliste au magazine Illustré à Lausanne. Et je reçois également un ex-membre de l'OTS, un survivant, dans le fond, un rescapé, Herman Delorme, qui vient lui aussi de publier, en fait l'automne dernier, Croix et meurt dans l'OTS, publié aux éditions de la Paix. Alors, Monsieur Delorme, il raconte bien sûr son expérience on peut dire éprouvante. Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission. Donc, dans le fond, 69 morts en 14 mois, c'est un bilan tragique. Et vous dites, Monsieur Béda, c'est une affaire criminelle, dans le fond, qui est la plus mystérieuse de cette fin de siècle. Et vous travaillez depuis 2 ans avec des collègues à faire de nouvelles, à enquêter donc pour arriver à de nouvelles révélations. Et l'essentiel de votre livre, de votre enquête, dans le fond, c'est que l'OTS, c'était beaucoup plus qu'une secte, ou ce qu'on en connaît. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans un sujet sur le journalisme, un journalisme cherche la vérité, et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans ce livre qui effectivement nous a pris 2 ans. Ce qui est sûr, c'est que l'ETS est bien plus qu'une secte, c'est une organisation criminelle à plusieurs niveaux, à replacer dans son contexte, dans toute une nébuleuse templière, avec différentes infiltrations politiques. Avec une histoire aussi sur une cinquantaine d'années, oui. Une histoire sur une vingtaine d'années, disons. Et aussi, on a voulu comprendre pourquoi Jouret, pourquoi Di Mambro, comment ces 2 hommes se rencontrent et qui ils étaient vraiment. Ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait jamais plongé dans le passé de Di Mambro et le passé de Jouret, qui sont quand même assez riches d'enseignements. Et donc, essentiellement, vous avez trouvé des liens entre ces 2 personnages qui n'étaient pas, au départ, des fous, des illuminés, paranoïaques... Non. Suicidaire, en fait, c'était pas... Non, Jouret, c'est un médecin de campagne, perdu au fin fond des Ardennes belges, qui rêvait d'être prof de gym, tout bêtement, et il a eu une maladie durant son enfance qui lui a contraint à tourner le dos à ce rêve de devenir prof de gym. L'homéopathie l'ayant délivré de ce mal, il s'est tourné vers la médecine, il est devenu médecin, il a été dans un petit village de l'église où il avait un cabinet, et il se marie, il a un enfant qui meurt après quelques jours après sa naissance. Et là, on peut imaginer qu'il y a vraiment le déclic. C'est là que Jouret commence un peu à déjanter, comme on dit en France. Et Di Mambro, lui, c'est quoi? Lui, c'est un rital, un immigré rital qui vit dans le sud de la France. Réfugié italien. Réfugié italien, qui a une revanche à prendre sur lui-même, qui a une revanche sociale à prendre, donc il devient bijoutier. Il a une boutique, pignon sur rue, à Pont-Saint-Esprit. Et ensuite, il entre dans un mouvement templier qui s'appelle la Morque. Et sa carrière commence, il devient escroc. Enfin, mais ce lien est important, Di Mambro et ses liens templiers et l'OTS éventuellement, ce qui vous amène à conclure c'est une véritable galaxie, finalement. Oui, on voit que le parcours ésotérique de Di Mambro commence pas avec l'ETS au début des années 80, mais remonte aux années 50-60 avec d'autres mouvements templiers, la Morque, l'OSMTJ. Et ces gens-là voulaient créer un nouveau monde, d'une certaine manière. Exactement, un monde meilleur. Et bon, il ne faut pas oublier de dire que l'ETS est l'émanation d'un mouvement qui s'appelle l'ORT, l'Ordre rénové du Temple, qui était donc dirigé par un certain Julien Aurigas. Julien Aurigas, c'est un personnage très connu dans le mouvement templier français. Et c'était, pendant la guerre, le chef de la Gestapo de Brest. Donc déjà à l'extrême droite, dès le départ. Et la mafia. Monsieur Delorme, d'ailleurs, vous avez été interviewé, vous avez rencontré Monsieur Béda à plusieurs reprises. Il est question de vous, d'ailleurs, dans ce livre. Quand vous lisez cet ouvrage, avez-vous l'impression vraiment de reconnaître l'organisation à laquelle vous avez appartenu? Sincèrement, oui. Pas la reconnaître, de l'avoir vécu de l'intérieur. Et ce que j'ai trouvé fascinant de l'ouvrage de M. Béda, c'est lorsqu'on est impliqué dedans, c'est évident que Jouret et Di Mambro et tous les autres qui gravitaient alentour d'eux voulaient bien nous montrer aux membres l'image
qu'eux autres désiraient projeter pour en arriver à leur but. Alors nous, on les voyait comme d'autres personnages complètement différents. Avec du recul et en regardant l'enquête qui a été faite et qui a remonté si loin, c'est que ça permet de voir l'autre visage, celui qui était caché. Les vraies motivations. On siphonnait les disciples de leur argent. On s'en mettait plein les poches, mais en même temps, on était une organisation criminelle au plus haut niveau. C'est un peu ça, dans le fond, que l'enquête révèle. C'est exactement ça que l'enquête révèle. Mais ça, pour vous, ça doit être à la fois consternant, parce que c'était aussi une appartenance sincère que vous aviez à ce groupe-là. Tous les gens qui étaient impliqués dans l'ordre du Temple solaire, qui ont fait leur démarche là-dedans, c'était une démarche qui était sérieuse. Comme je vous dis, l'image qu'on voit maintenant fait qu'on porte beaucoup de réflexion à qu'est-ce qu'on a vécu. Et moi, je me sens pas, personnellement, du tout berné par ces gens-là, dans le sens qu'ils ont bien voulu nous montrer, puis j'ai bien voulu croire qu'est-ce qu'ils nous montraient. Maintenant, après 3 ans, c'est beaucoup plus facile de regarder un rapport d'enquête, puis de le regarder froidement, puis de dire « Ah, c'est ça que c'était, là. » Mais l'autre partie de l'hypothèse qui est intéressante, c'est de dire que, dans le fond, l'OTS était aussi, devait disparaître, était devenu encombrant, ne serait-ce que à cause de votre propre arrestation au Québec. Vous êtes un peu le déclencheur. Le Québec est la terre où s'est déclenché, si on veut, l'élimination de toutes ces personnes. Tant qu'à moi, ça reste, puis je n'ai discuté souvent avec Arnaud et avec d'autres, l'épisode de 1993... Arrestation, possession d'armes... C'est ça. Tant qu'à moi, elle reste encore nébuleuse, dans le sens que on dit dans le livre de M. Bédard qu'évidemment, ça a été un élément déclencheur. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Comme le scandale à Hydro-Québec, de découvrir que l'Hydro-Québec était infiltré, on n'aime pas ça. Exactement. Ouais. Et moi, j'avance quelque chose. J'avance, en fait, simplement une opinion personnelle. Moi, je me suis toujours demandé si, en fait, l'épisode de 1993 n'aura pas été déjà tout structuré d'avance, sachant que c'était pour exploser. Mais ce que vous nous faites découvrir, M. Bédard, avec vos collègues, n'est-ce pas, c'est donc qu'il y a quand même des grands maîtres qui ont manipulé tout ça, finalement, et qui ont, dans le fond, et vous allez très loin, qui ont poussé Di Mambro et Jouret au suicide, et par le fait même les disciples, parce qu'ils étaient devenus encombrants. Ils pouvaient mettre à jour l'organisation criminelle, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue. Et d'ailleurs, il y a un document qu'on publie, qui est de la main de Jocelyne Di Mambro, écrit quelques heures avant le drame, et elle met « Nous ne savons pas quand ils peuvent refermer la trappe sur nous ». Et il faut quand même pas oublier que dans les testaments post-mortem de l'OTS... mis à la poste par Patrick Duvernay, lui-même mort 14 mois. Il y a une lettre à Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur français, connu pour ses liens avec l'extrême droite, où on l'accuse, il y a une phrase, « Monsieur Pasqua, nous vous accusons d'avoir prémédité un assassinat collectif ». Il y a quand même des éléments très très clairs. Il y a aussi un document qui montre que Di Mambro soupçonnait un des membres de l'OTS, Jean-Pierre Lardanchet, d'être une taupe au service... Un policier français, il faut le dire. Voilà, un policier français au service du ministère de l'Intérieur français. Donc, effectivement, il y a plusieurs éléments qui laissent penser qu'il y avait une hiérarchie secrète en dessus de l'OTS et que, visiblement, l'OTS était pris dans un piège. Il y a eu l'histoire de 93 des armes avec Herman Delorme. Et il y a eu aussi les révélations à l'époque de Rosemary Klaus, qui était donc une Suissesse qui a vécu à Sainte-Anne-de-la-Pérade et qui a commencé à venir dans les médias canadiens et à dire Jouret se prend pour le Messie et qui a commencé à mettre en garde, vraiment. Dans le fond, le suicide de Di Mambro et Jouret, c'est un peu les techniques de la mafia. Vous dites, dans la mafia, on donne le revolver à quelqu'un et la dernière phrase de votre livre, c'est qui a donné les revolvers, qui les a poussés. Donc, ce sont des questions sans réponse, n'est-ce pas? Et une enquête qui n'aurait pas été bâclée aurait peut-être permis de nous amener sur cette piste. L'enquête suisse n'a pas fouillé d'abord le passé de Di Mambro et le passé de Luc Jouret. Et le passé de Di Mambro, il faut absolument le fouiller pour comprendre le personnage et toutes les implications qu'il peut y avoir, autant au niveau mafieux qu'au niveau ésotérique. Ça n'a pas été fait par l'enquête suisse. Et on peut vraiment regretter que les Suisses aient vraiment bâclé cette enquête. Je crois qu'on peut le dire. Autant, je crois que le Canada a fait une enquête cohérente. On peut critiquer les conclusions de la Sûreté du Québec, mais enfin, en tout cas, ils avaient un mandat, un triple meurtre, avec 2 suicides à Maui Nights. Ils ont donné leurs conclusions, ils ont donné une hypothèse. Ça tient la route. On peut en discuter, mais enfin, leur hypothèse est cohérente. En fait, vous dites que l'hypothèse des juges suisses n'est pas cohérente. Et vous dites que l'enquête a tellement été bâclée que, dans le fond, si elle ne l'avait pas été dès le premier massacre, on aurait pu éviter le second massacre.
massacre, Oui. où Vernet est Exactement. mort avec sa mère et d'autres, et dont des enfants, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que... Mais vous savez, je suis d'accord complètement avec ce que M. Béda avance, mais il reste une chose que moi je me pose toujours comme question, puis qu'on a peut-être déjà abordé ensemble, Arnaud, c'est que si, en 1992, les gens avaient accepté, comme il avait été proposé dans l'OTS, de faire tomber la structure, est-ce qu'il aurait été nécessaire à ce moment-là d'assassiner tellement de personnes? Mais la Sûreté du Québec laisse entendre que s'il n'y avait pas eu votre incident à vous, votre arrestation, ainsi que celle de M. Vinet et d'autres, que le massacre aurait eu lieu ici et qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde qui aurait été tué. Ça, je suis d'accord avec ça, mais il reste que les gens ont eu à un moment donné la possibilité de laisser tomber la structure, et parce qu'ils ont persisté, parce qu'ils étaient anarqués par leur mysticisme spirituel, ils ont voulu le continuer, et à un moment donné, ils n'ont pas eu le choix. Il y a des gens qui sont fait assassiner. Est-ce qu'il reste des disciples vivants? Où est passé cet argent en quelques secondes? Parce que le temps file, là. Est-ce que... Bah oui, il reste des membres, des ex-membres. Des ex-membres, Des j'espère. ex-membres. Mais est-ce que l'OTS ne fonctionne plus du tout? C'est terminé? Alors ça, bien malin qui pourrait le dire, mais malheureusement, On vous sent sur la piste. On sent que vous n'allez pas laisser tomber. Non, je ne serais pas tombé. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de troisième massacre. Messieurs, aussi, vous écrivez ces livres, je le rappelle, c'est pour prévenir les gens, informer. Surtout. Et c'est le mot de la fin. Surtout. Surtout Les pour dangers. prévenir des dangers, parce qu'on ne les voit pas une fois qu'on est embarqué.